Salut à toi la libérienne. Est-ce que le sexe peut être un outil de lutte politique? Bon, j'avoue, c'est un peu chaud comme entrée en matière. En même temps, c'est le sujet. Donc plutôt, est-ce que l'abstinence peut être un moyen d'obtenir ses revendications? T'as compris, aujourd'hui, on vise en dessous de la ceinture et je vais te parler d'un moyen de pression utilisé exclusivement par les femmes, relativement nouveau et non violent. La grève du sexe. Alors je dis nouveau, mais en fait, on a un exemple en Grèce antique avec la pièce de théâtre Lysistrata, signée Aristophane et datée de 411 avant l'ère commune. Moi personnellement, j'aimerais quand même bien savoir de quoi tu voudrais qu'on se prive. De sexe! De sexe! Bon, ça reste du théâtre, donc c'est pas vraiment valide comme exemple, même si on sait pas si Aristophane s'est inspiré ou non d'un événement véridique et comparable. En tout cas, la pièce a quand même donné son nom à l'action d'abstinence comme moyen de pression. La non-action, lysistratique. Ouais, mais je vais garder grève du sexe, j'avoue, c'est plus simple. En tout cas, après ça, plus de traces, jusqu'aux toutes dernières années du XXe siècle. Alors ça veut pas dire que ça n'a pas existé, ça veut surtout dire qu'on n'a pas retrouvé de sources qui en parlent. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on n'en sait rien en fait. Les grèves du sexe médiéval, c'est finalement comme les crèmes de jour de Guerlain, c'est un peu quantique finalement. Oui, je m'égare un peu là, ouais. Alors on peut quand même parler des premières évocations de ce type d'action dans le mouvement féministe de la première vague, celui qu'on associe à la lutte pour le droit de vote des femmes, mais qui va bien plus loin que ça dans la réflexion en fait. Marie Huot, en 1892 déjà, parle de grève des ventres, pour limiter les naissances. Parce que bon, mourir à la guerre pour l'État ou à l'usine pour les patrons, c'est pas trop son délire. Oui bon, je paraphrase, t'as compris, elle dit ça bien mieux que moi. Lucy Ray Bartlett publie 20 ans plus tard « Sexe et sainteté », où elle revendique le droit à l'égalité politique entre hommes et femmes. Et elle utilise le terme de grève silencieuse, et c'est l'une des premières à parler d'abstinence pour obtenir ses droits. Je ne connaîtrai aucun homme et ne porterai aucun enfant tant que cette apathie n'aura pas été brisée et que ces injustices n'auront pas été réparées. Les quelques années précédant la Première Guerre mondiale, on se demande comment faire pour rendre l'intime politique, pour que ce qui se joue dans le foyer puisse aider à la lutte globale pour les droits des femmes. Si le slogan « le privé est politique » naît lors de la seconde vague féministe des années 60-70, en fait la réflexion est déjà présente dans les débats du début du XXe siècle. À peu près au même moment, que ce soit au Vietnam, au Kenya ou en Inde, les femmes s'organisent contre la colonisation. En Afrique, on connaît des mouvements importants, comme la Women's War du Nigeria en 1929, la guerre des femmes, opposée au système colonial anglais. Jusqu'à 25 000 femmes pillent alors des magasins, libèrent des prisonniers politiques, attaquent les tribunaux coloniaux. Et comme les fémènes d'aujourd'hui, elles se dénudent lors des manifestations en signe de protestation. Alors c'est pas exactement la même chose quand même, puisque les Nigérianes y ajoutent un caractère spirituel. Avec ce geste, ces femmes d'âge mûr, surtout donc des mères et des grands-mères, maudissent les hommes qui les voient. Elles à qui on colle l'image de pureté et de sagesse, elles utilisent cette image pour la retourner contre leurs opposants. Tu as défié la sagesse, alors tu seras maudit. Un geste encore utilisé de nos jours d'ailleurs. Et c'est justement en partie grâce à cette image que les grèves du sexe vont être plus suivies en Afrique qu'ailleurs par la suite. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la question que pose la grève du sexe. Est-ce que ça marche vraiment et jusqu'où on peut aller avec ça? Les premières grèves du sexe sont recensées à la toute fin du XXe siècle. Alors il y en a un peu partout dans le monde comme tu le vois, mais pour cette vidéo je vais rester en Afrique avec 3 mouvements différents qui vont tous nous apporter des éléments complémentaires pour mieux comprendre le phénomène. La première d'entre elles a eu lieu en 2003, près de Woum, au nord-ouest du Cameroun. Ouais, je m'excuse par avance pour les prononciations, ça va être un peu aléatoire, j'avoue, par moment. Ici, ça fait des dizaines d'années que les tensions sont vives entre éleveurs de bétail et cultivatrices. Les premiers sont clairement favorisés par les gouvernements successifs et s'accaparent peu à peu les terres cultivées par les femmes. Ça va aller jusqu'à des affrontements directs qui feront plusieurs morts, comme en 1981. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Les femmes constituent une société secrète, Ndoufounboui, qui leur permet de se réunir et d'organiser des actions de résistance. En 2003, l'une d'entre elles a été de marcher de Woum à Bamenda, à moitié nue, pour protester contre le gouverneur. Et pas une petite marche Bastille-Nation comme on fait nous, Non, 75 km. On retrouve ici le moyen d'action de se dénuder pour maudire ses adversaires. Elle dénonce la corruption de l'administration, qui prend le parti des éleveurs. Puis, elle bloque le palais de Agemfon pour empêcher l'administration d'y accéder. Et là non plus, ils font pas semblant. Elles ramènent leur lit sur place pour y dormir. Mais sans succès. Après autant d'investissements, la mobilisation semble pouvoir prendre fin d'un moment à l'autre. D'autant qu'elles se sentent bien seules dans leurs protestations. Leurs partenaires ne s'impliquent pas. Leurs hommes sont aussi cultivateurs mais s'occupent essentiellement d'autres produits.
qui sont pas la cible de l'accaparement des terres d'élevage. En gros, ils font leur truc dans leur coin, quoi. Et c'est là que les femmes décident de les mettre au pied du mur. Ils n'auront plus de rapports sexuels tant qu'ils n'auront pas rejoint leur lutte et mis la pression sur le gouvernement. Pendant 2 mois, près de 6000 femmes participent au mouvement de grève du sexe. Et devine quoi ? La situation se débloque. Le gouverneur s'engage à résoudre le conflit et à accéder aux demandes des femmes. Ce premier exemple, il nous enseigne que ce mode d'action peut fonctionner sur un conflit local d'ordre économique après avoir déjà tenté d'autres méthodes. Mais est-ce qu'on peut passer à l'échelle supérieure, au niveau national ? Et surtout, pour quel objectif ? Et là, je pense que t'es pas prêt. On peut aller encore plus loin, on peut arrêter une guerre. Notre deuxième cas nous emmène au Libéria, toujours en 2003. Après 14 ans de guerre civile et surtout après 250 000 morts, 20% de la population déplacée, des viols de femmes et d'enfants et la destruction des infrastructures, tout le pays est dévasté. Imagine à peu près la pire des situations, c'est toujours pas assez. D'un côté, Charles Taylor, le dirigeant du Libéria, qui tient le pays d'une main de fer, et de l'autre, le LURD, le principal parti d'opposition armé et résolu à prendre le pouvoir par la force. L'histoire que je te raconte commence avec celle de Lema Bowe, une travailleuse sociale chrétienne engagée dans le soin des traumatismes issus de la guerre. Avec Assatou Bakenet, une policière musulmane, elle crée l'Action de masse pour la paix des femmes au Libéria, le WLMAP. Elles utilisent leurs églises respectives pour intégrer les femmes des 2 religions dans le mouvement et diffuser leurs messages pacifistes chaque semaine pendant 6 mois. Et ça prend. Il faut dire que le message, il est clair. Il consiste en 3 demandes. L'arrêt total et immédiat des violences entre chaque clan, la mise en place d'un dialogue pour la paix, le déploiement d'une force internationale neutre dans le pays pour maintenir cette paix. Et c'est comme ça qu'elles prennent à partie la communauté internationale, en la forçant à regarder et à s'impliquer dans le processus de paix. Bowe dira plus tard, les femmes du Libéria ont été poussées à leurs limites physiques, psychologiques et spirituelles, de sorte que la lutte pour la paix était la seule chance réaliste de survie. Habillées en blanc, elles manifestent, font des sit-ins et forcent le pays à les regarder. Il faut dire qu'elles font ça littéralement devant les yeux de Charles Taylor, au plus près des lieux de pouvoir. C'est là qu'elles ont cette idée, pas de sexe avant que la paix ne soit signée. Le WLMAP lance donc un vaste mouvement de grève du sexe. Comme au Cameroun, l'objectif était que les hommes s'investissent dans le processus de paix. Bowe l'affirme, ceux qui ne participent pas sont complices. Et même si elle admet elle-même que la grève du sexe n'a pas à elle seule mis fin à la guerre, il faut bien dire qu'elle a permis d'attirer une forte attention sur le processus et a largement mis la pression sur les 2 protagonistes en conflit. Les 2 camps se sont retrouvés autour d'une table pour entamer des négociations. Mais le WLMAP ne s'est pas arrêté là. Augmentant la pression sur les négociateurs, elles ont essaimé leur mouvement dans les pays voisins, là où de nombreux réfugiés étaient installés. Leur objectif n'était pas entièrement atteint, la paix n'était qu'en cours de négociation et pas signée. Et pour augmenter encore d'un cran l'attente sur les négociateurs, quand on finissait pas de tergiverser, elles ont littéralement bloqué la salle de réunion de leur corps, en prévenant « Personne ne sort avant que la paix soit signée ». Et elles ont même été jusqu'à menacer de se dénuder. Encore ce geste associé à la malédiction. Et si elles n'ont pas été jusqu'au bout de leur menace, leur éruption dans les négociations officielles a directement marqué le début de la fin des hostilités. Quelques jours plus tard, la force d'intervention internationale de maintien de la paix est arrivée dans le pays, et 3 semaines plus tard, le 11 août 2003, le président Taylor démissionne. Les 3 conditions sont réunies, le WLMAP a atteint ses objectifs, et la paix est enfin revenue au Libéria. Mais le mouvement continue ensuite de s'impliquer pour la transition du pouvoir, et participe à faire élire la première femme présidente du Libéria en 2006, Ellen Johnson Sirleaf. Elle partagera avec Lema Bowe le prix Nobel de la paix en 2011. Ce mouvement de grève, il est encore plus global que le précédent, avec des implications encore plus fortes, même s'il n'est pas le seul moyen d'action des femmes libériennes. En tout cas, cette grève d'importance a fait des petits. Et au Kenya, en 2008, un regroupement d'associations féministes imitera ce mouvement, en réussissant là aussi à apaiser des tensions et des violences politiques au niveau national. Mais alors, si on a au moins 3 exemples où la grève du sexe a participé à l'obtention des revendications, est-ce que pour autant ça marche à chaque fois ? Eh ben pas vraiment. Et c'est pour ça que mon dernier exemple sera celui du plus grand échec d'une grève du sexe. Restons en Afrique, mais au Togo cette fois. Alors, c'est pas que je me suis pas foulé à chercher des exemples, mais comme je te l'ai dit plus haut, c'est surtout que les actions les plus emblématiques ont été menées sur ce continent. Bien, Togo 2012. Pour resituer un minimum, le Togo, c'est un jeune pays qui a subi les colonisations allemandes puis françaises jusqu'en 1960, date à laquelle il devient indépendant.
Entre 1990 et aujourd'hui, le Togo est sommé d'entamer une transition vers plus de démocratie, à la fois par la communauté internationale et par des mouvements d'opposition intérieure. Bon alors, cette transition, elle est toute relative, puisque entre 1967 et aujourd'hui, le pays a été gouverné par 2 présidents seulement. Eyadema Gnassingbé, le père, et Faure Gnassingbé, le fils. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une alternance. Alors oui, aujourd'hui, il y a bien quelques partis politiques d'opposition, une légère ouverture de la liberté d'expression, mais ça reste quand même très fragile. Le pays a été traversé par la violence politique, les arrestations arbitraires, les meurtres d'opposants, les élections truquées, etc. À tel point qu'on a qualifié le Togo de démocratie du couteau. En miroir de cette violence, l'opposition tente des actions pacifiques pour calmer la situation, gagner la bataille de l'opinion publique et imposer le contraste, le pouvoir est violent, alors que l'opposition, elle, est non violente. Les femmes de ces forces d'opposition souhaitent s'inspirer du mouvement du Libéria, forcer le président Faure Gnassingbé à démissionner et libérer les opposants politiques. Le 27 août 2012, les femmes appartenant au collectif Sauvons le Togo appellent alors à une semaine de grève du sexe sans savoir qu'elles se dirigent droit vers un fiasco remarquable. La grève est à peine suivie, et ça pour 2 raisons principales. La première, c'est la communication. Les organisatrices n'ont pas simplement appelé à une abstinence sexuelle, mais certaines d'entre elles aussi à des jeûnes, à des prières pour les personnes emprisonnées. Et là, ça ressemble plus à un exercice de contrition spirituelle, en gros où on lave son corps et son esprit des péchés, qu'à une véritable action militante de grève du sexe. Ce qui enlève toute pression et contrainte sur les hommes. Et c'est bien comme ça qu'ils l'ont compris d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas du tout réagi à cette action. Et non seulement ils n'ont pas réagi, mais ceux qui étaient censés être des alliés, les hommes de l'opposition, ont largement contribué à faire flopper l'action. Avec des remarques méprisantes et en regardant de haut cette grève du sexe dès son annonce publique, les opposants masculins ont diminué l'impact qu'elle aurait pu avoir. Au lieu de soutenir cette action, une semaine de sexe, seulement je le rappelle, certains ont cru bon d'en rire en la reléguant à une mobilisation mineure, sans intérêt, voire à une simple blague. Bravo les gars. La seconde raison pour laquelle la grève n'a pas eu le succès escompté, c'est le contexte du pays, largement différent de celui du Libéria. Là-bas, la situation était celle d'un pays dévasté par des années de guerre civile, là où le Togo luttait pour un changement de régime. Et bien que très difficile, c'est vrai, mais on n'en était pas aux mêmes extrémités. Et si la grève du sexe du Libéria a eu un impact significatif, elle n'a pas été la seule raison de la fin des conflits. La communauté internationale ayant aussi été mise à contribution en mettant la pression sur les parties adverses. Ici au Togo, en 2013, il s'agit surtout d'un sujet qui dépasse pas vraiment les frontières du pays. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Il y a certaines caractéristiques qui ressortent de toutes ces actions. Et c'est plutôt vrai aussi pour celles dont j'ai pas parlé d'ailleurs. Une grève du sexe, ça fonctionne pas à tous les coups. Et les femmes ayant lancé ce type d'action le font dans des cas où tout le reste avait échoué avant en fait. C'est pas étonnant, parce que ça reste un moyen de pression dangereux, réalisé dans des pays où le viol conjugal est pas reconnu. Et puis, en fait, même s'il est reconnu, ça n'empêche pas que ça reste dangereux. Elles se mettent donc directement dans une situation où les représailles dans l'intimité du foyer peuvent être absolument terribles. Et puis, pour réussir une grève du sexe, il faut aussi l'associer à d'autres moyens d'action. La plus retentissante au Libéria a été en fait l'un des leviers pour arriver à la paix, mais certainement pas le seul. Lema Bowe l'a bien dit, le sexe, c'est un moyen d'attirer l'attention. Et elle s'en est servie pour mettre en lumière leur combat, sans s'y limiter. Bon, mais on a parlé essentiellement de l'Afrique ici. Alors, pourquoi on a bien plus d'occurrences de ces grèves ici qu'en Europe, par exemple ? C'est que cette méthode y est critiquée, et par les mouvements féministes eux-mêmes. Bon, évidemment, les premières critiques, elles viennent des milieux religieux. Au Kenya, par exemple, les tenants radicaux de la religion chrétienne aimaient rappeler que, selon la Bible, les femmes doivent être soumises à leur mari. Et que, d'autre part, cette grève, c'était aussi du pain béni pour les travailleuses du sexe. Et ça, pour eux, clairement, c'est une infamie. Mais d'autres critiques viennent des milieux féministes occidentaux. Ce qui explique que ce type d'action est moins fréquent dans les pays du Nord. Pour la journaliste américaine Hayley Macmillan, c'est très clair. La fin de l'oppression des femmes ne viendra malheureusement pas de la bonne grâce d'hommes en manque de sexe. Et de pointer du doigt un autre problème, les femmes aiment le sexe. Enfin, c'est pas du tout un problème en fait, mais c'est surtout que c'est encore très souvent tabou. Et dans ce cas, est-ce qu'il est vraiment juste de se priver de quelque chose qu'on aime pour conquérir des droits ? Ça renforce surtout l'idée que les relations sexuelles sont un cadeau offert aux hommes par les femmes. Et ça, c'est très con. Ça fait que diffuser l'idée sexiste et hétéronormée que les femmes sont là pour le plaisir des hommes. D'ailleurs, cette question de l'hétéronormativité, c'est un vrai sujet évoqué par les communautés LGBT+, vis-à-vis de ces grèves du sexe.
En mettant en avant l'éventuel pouvoir qu'auraient les femmes en couple hétérosexuel, ces actions participent aussi à invisibiliser les personnes qui correspondent pas à ce schéma. Elles leur adressent un message, volontairement ou non, qui n'a rien d'anodin. Vous avez moins de pouvoir que nous, femmes hétérosexuelles. Et puis, on peut critiquer ces actions en se disant que l'objectif est toujours le même. Passer par les hommes pour obtenir gain de cause. Et là, on n'est pas vraiment dans un moyen d'action émancipateur. Les femmes restent à leur place et ne renversent pas l'ordre établi. Les femmes demandent et les hommes accordent. Ou pas, d'ailleurs. Est-ce que les grèves du sexe ne font pas, finalement, que reproduire et préserver les mécanismes de domination? Mais si on peut lui reconnaître une vertu, c'est celle d'attirer l'attention. La preuve, t'es là. Et si la grève du sexe peut être un moyen efficace d'arriver à ses fins, c'est dans certaines conditions seulement. On pourrait dire, finalement, que la grève du sexe est l'une des armes des faibles. Avec des guillemets, ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un moyen de dernier recours, et pas le seul, utilisé par les femmes dominées dans un système patriarcal, en exploitant ces normes, telles que l'hétéronormativité, par exemple, ou les croyances qui lui sont propres. Comme, entre autres, le fait que les hommes ont, par essence, un besoin sexuel plus important que les femmes. Une idée largement diffusée, sans la moindre preuve, bien au contraire. La grève du sexe est donc un outil qui appartient à la large panoplie de moyens d'action non violents. Et la non-violence, c'est un domaine de résistance dont j'ai pas encore vraiment parlé ici. Mais ça ne saurait tarder. Du coup, la prochaine fois qu'on se voit, je te montre la recette pour réussir à tous les coups une campagne d'action non violente. Alors abonne-toi pour pas rater ça, partage cette vidéo et surtout, prépare tes revendications.